Aujourd'hui, Facebook a 10 ans. Ce fut jusqu'à aujourd'hui une aventure incroyable et je suis fier d'en faire partie. Il est si rare de pouvoir toucher la vie de tant de personnes que j'essaie de m'en souvenir pour faire de mon mieux chaque jour et pour avoir le plus grand impact possible. Je me souviens mangeant une pizza avec mes amis une nuit à l'université, peu de temps après avoir ouvert Facebook. Je leur disais à quel point j'étais excité à l'idée de pouvoir connecter notre communauté étudiante, mais qu'un jour quelqu'un devrait connecter le monde entier. Aujourd'hui, seul un tiers de la population mondiale a accès à Internet. Au cours de la prochaine décennie, nous avons l'opportunité et la responsabilité de connecter les 2 autres tiers. Ce fut incroyable de voir comment vous avez utilisé nos outils pour construire une vraie communauté. Vous avez fondé de nouvelles familles et continué de les connecter. Vous avez créé de nouveaux services et construit de petites entreprises. Vous vous êtes mutuellement aidés à bien des égards. Je suis si reconnaissant de pouvoir aider à construire ces outils pour vous. Je sens que j'ai une grande responsabilité pour faire de mon mieux ici et vous servir de la meilleure façon possible. Merci à vous de me laisser faire partie du voyage. Bonjour à tous, vous regardez sur le web. Joyeux anniversaire donc à Facebook. Le réseau social a aujourd'hui 10 ans. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur une décennie de changements. Nous allons voir comment Facebook a changé nos vies, la politique, mais aussi la diffusion du rire. C'est parti. Et avec moi sur ce plateau pour commenter cette décennie de Facebook, Michael Gobel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la startupcitytours.com. Peut-être la présenter en quelques mots. C'est simplement une initiative en fait, que j'ai eue avec Frédéric Aknin pour proposer aux touristes ou aux investisseurs de rentrer à l'intérieur des startups israéliennes. Aujourd'hui, Tel Aviv est connue pour avoir la plus grande densité au monde de startups et on a voulu présenter ces startups de l'intérieur, aller rencontrer leurs fondateurs, aller rencontrer les jeunes entrepreneurs israéliens qui développent tous les jours des applications à Tel Aviv, de version startup high-tech, Absolument. Exactement. Et avec moi également Rudy Saada. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Présenter la revue du web tous les matins sur i24 News ainsi que tous les week-ends, le magazine de Social Blog. Excusez-moi, je vais mélanger avec la version anglaise du magazine. Avant de rentrer dans le sujet, je vous propose de revoir en une minute l'évolution de Facebook depuis son ouverture. Il y a donc 10 ans, jour pour jour. Alors, avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder d'abord Facebook 10 ans en 10 chiffres. Regardez, vous allez voir les chiffres à l'écran, c'est assez impressionnant tout d'abord. Il y a 1,23 milliard d'utilisateurs et 556 millions de personnes qui se connectent au quotidien sur Facebook, c'est-à-dire 61,5% des utilisateurs. 15,6% de tous les utilisateurs de Facebook ont plus de 55 ans. C'est la vraie tendance, on en parlera peut-être avec vous, Rudy, tout à l'heure. 76,8% des utilisateurs se connectent via un appareil mobile. C'est une vraie révolution, Michael, vous en direz 2 mots. Et en tout, on compte 138,4 milliards d'amitiés, c'est-à-dire d'amis Facebook. 6 milliards de clics sur la touche j'aime ou like chaque jour, ça dépend de quelle version vous vous connectez. 400 milliards de photos ont été partagées. Et 19 milliards de dollars, c'est la fortune de Mark Zuckerberg, 19 milliards de dollars, c'est impressionnant. Et enfin, un dernier chiffre, Facebook, 1,5 milliard de bénéfices nets. On n'a pas vu le dernier chiffre, mais 1,5 milliard de bénéfices nets de Facebook. Pour la question, Michael, on dit souvent que Facebook a changé, a créé un nouveau langage visuel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion? Oui, Facebook a apporté beaucoup d'innovations par rapport à l'interface utilisateur. Le wall, d'abord le mur sur lequel on peut poster un certain nombre de commentaires sur
sur la vie au quotidien, mettre des photos, mettre des vidéos en ligne, mettre un nombre de commentaires longs ou plutôt courts. Ça a été un peu une révolution. Le POC, le fameux j'aime, un certain nombre de boutons. On POC encore aujourd'hui en 2014 ? Oui, même jusqu'à présent, même si c'était plus utilisé peut-être à l'époque où ça a été lancé, mais même jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est évidemment le bouton like qui a peut-être remplacé un petit peu le POC, mais on a vu un certain nombre d'innovations qu'a apporté Facebook par rapport à l'interface utilisateur qui n'existait pas avant. Après, on est passé à la timeline qui a apporté aussi cette espèce de continuité temporelle qui permet de voir l'évolution en fait de notre vie au quotidien pratiquement avec en incitant les internautes à rentrer toute leur vie depuis leur naissance cette fois-ci. Absolument, de rentrer toute leur vie et d'avoir les commentaires de tout le monde parce que le wall la timeline est visible par évidemment l'ensemble des amis et souvent parfois par les amis des amis, ce qui permet à tout le monde de commenter la vie de chacun de plus en plus et donc de créer plus en plus d'interactions. Rudy, est-ce que le fait d'inciter à l'interaction, comme le dit Mickaël, de mettre toute la vie depuis la naissance et pas que depuis la création de Facebook, il n'y a pas là une mise en scène de la vie? J'ai une vidéo en tête, je ne sais pas si vous vous souvenez de celle-là, une vidéo en tête d'une femme dépressive et qui cache sa tristesse en mettant des photos d'elle assez réjouies sur Facebook. Il n'y a pas une mise en scène du bonheur? Facebook, c'est la vie sublimée, c'est-à-dire qu'un profil Facebook n'est pas évidemment la vie de la personne. C'est un peu une mise en scène généralisée du bonheur. Et d'ailleurs, plus les gens ont d'amis Facebook, plus ils sont actifs sur Facebook. Une étude a montré que plus ils étaient actifs et plus ils avaient d'amis, plus ils étaient dépressifs. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc effectivement, c'est la base de Facebook, c'est partager sa vie avec ses amis. C'était vraiment le départ. Et aujourd'hui, ça a énormément changé car les gens ont compris, les utilisateurs ont bien compris qu'on était dans une utilisation commerciale de leurs données, donc deviennent plus prudents. Donc ça sera peut-être le défi pour Facebook dans les 10 prochaines années. Voilà, mais à la base, oui, c'était partager de manière, on va dire, très honnête sa vie, et puis après petit à petit on a compris qu'on pouvait présenter un personnage, présenter la meilleure facette de soi-même sur Facebook. Alors à propos de meilleures facettes ou de se protéger plus ou moins de ce que vous avez fait mention, il y a un côté qui a été très critiqué de Facebook, c'est la protection de la vie privée. Facebook a été régulièrement accusé par les utilisateurs de ne pas protéger la vie privée et justement d'utiliser les données des utilisateurs à des fins publicitaires, pour les vendre à des publicitaires. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'utilisation des données personnelles de Facebook par Facebook, justement, à des fins publicitaires? Il y a un certain nombre de scandales et notamment d'actions en justice aux États-Unis notamment qui ont permis de révéler qu'effectivement Facebook n'efface pratiquement rien de ses serveurs et conserve systématiquement même la nos moindre... Pardon ? Même nos brouillons. Même les brouillons, absolument. La moindre phrase que vous notez ou que vous avez l'intention de noter. On a montré récemment que, par exemple, si vous commencez à écrire un message, dès qu'il fait plus de 5 lettres, même si vous décidez finalement de ne pas le publier, Facebook conserve ce message dans ses serveurs pour pouvoir ensuite l'analyser. Alors, pour aller dans votre sens, je vous propose de regarder une conversation Facebook, une conversation de chat assez angoissante entre Zuckerberg, au moment de la création de Facebook, et un ami à lui. Regardez, ça en dit long sur la pensée de Zuckerberg. Regardez bien à quoi ça ressemble. Voir apparaître ça à l'écran. Donc il dit à un ami, ouais, donc si jamais tu as besoin d'informations sur n'importe qui à Harvard, j'ai plus de 4000 emails, photos et adresses. Et son ami qui lui demande comment tu as réussi à obtenir ça? Zuckerberg qui lui répond, ils l'ont juste donné, je ne sais pas pourquoi, ils me font confiance, putain d'abruti. C'est véridique, c'est véridique, c'est vraiment une conversation entre Zuckerberg et un ami. Sérieusement, la donnée, c'est le trésor de Facebook. C'est 1,2 milliard de comptes, 945 millions d'utilisateurs actifs sur Facebook. Et tout le monde volontairement. Oui, mais on a donné de la data dans une période où l'Internet, on le pensait encore un petit peu libre, pas marketé. Et donc évidemment, les gens, et c'est bien trop tard aujourd'hui d'essayer de revenir en arrière et de contrôler son image sur Facebook ou de contrôler les données, puisque l'essentiel des données ont été données, c'est-à-dire le nom, le prénom et le lieu d'habitation et la photo. Ouais. Et c'est en fait devenu un passeport numérique. Et ça, c'est la vraie richesse de Facebook aujourd'hui. Allons, on parle à présent des révolutions Facebook. On a beaucoup parlé du rôle de ce réseau social dans les révolutions du monde arabe en 2011, vous savez, le printemps arabe. J'ai une question à vous deux. Celui qui veut répondre se lance. Est-ce qu'on peut imaginer Facebook avoir un rôle similaire dans un pays libre comme la France ou Israël, c'est-à-dire où les médias jouent leur rôle? Parce que pourquoi Facebook a eu ce rôle dans le monde arabe? C'est parce que la presse n'était pas libre. Donc là, dans un pays où la presse est libre, est-ce que Facebook peut avoir un rôle de catalyseur d'une révolution?
Déjà, je voudrais dire que pour moi, ça a été un facteur, ça a été un outil et ça n'a pas non plus été une révolution Facebook. Donc ça, beaucoup de gens l'ont dit après qu'il fallait un petit peu minimiser le rôle de Facebook dans les révolutions arabes. Elle devait avoir lieu, Facebook a été un catalyseur tout simplement. Après, dans un pays comme la France, eh bien, on a des mini-mouvements, c'est-à-dire par exemple l'histoire du bijoutier qui a été soutenu suite au braquage. Alors ils ont appelé ça un mouvement citoyen, mais voilà, il peut y avoir des mobilisations, des micro-mobilisations, des pressions qui sont faites. Le chat il y a quelques jours. Donc finalement, ça commence à prendre une sorte de rôle démocratique. Michael ? Peut-être que ce qu'on peut noter, c'est que Facebook est tellement ouvert et tellement libre qu'il n'y a pas de modération. Donc s'y exprime toutes les idées qu'on peut trouver. On a pu voir avec l'affaire Dieudonné récemment en France que ça donnait l'occasion à un certain nombre d'extrémistes d'exprimer leurs idées de façon assez violente et donc peut-être de lancer aussi des tendances qui ne sont pas contrôlées par, si vous voulez, un peu les journaux ou la presse. La modération, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat. Et c'est ça la grande force de Facebook, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat. Donc si on doit assumer un propos mis sur Facebook, ce qui n'est pas forcément le cas sur Twitter. Alors justement, Twitter, comment est-ce que vous expliquez qu'en France, le média de prédilection des politiques, c'est Twitter et pas Facebook? Trailer Valeur était le dernier exemple évidemment en date. Twitter, effectivement, aux États-Unis, ça a été d'abord enclenché, le phénomène Twitter, par les people. C'est d'abord les stars américaines, les stars du sport notamment, qui ont lancé en fait la mode Twitter, parce que le principe de Twitter, c'est d'être suivi par un certain nombre de fans. Donc c'est d'abord les people qui ont pris ça avant les individus bêta, entre guillemets. Et donc je pense que c'est un petit peu ce que dans cette évolution. En Israël s'expriment sur Facebook, en France s'expriment sur Twitter. Oui, j'ai l'impression que la tendance est en train de s'inverser, c'est-à-dire que Twitter est en train de se Facebookiser et inversement. Ouais. C'est-à-dire que sur Twitter, les gens commencent à se rencontrer, à communiquer en 140 caractères, mais il y a beaucoup plus de messages perso. Et par contre, sur Facebook, comme on est dans le contrôle, c'est devenu un espace public, c'est un espace privé. Aujourd'hui, on a son boss, on a ses parents, on a ses oncles et ses tantes sur Facebook, donc c'est devenu un espace public. Et pour un homme public... Ses grands-parents bientôt. Et bientôt ses grands-parents, oui, absolument. Et donc pour un homme public, aujourd'hui, Netanyahou s'exprime sur son Facebook comme il s'exprimerait sur Twitter, et en plus il n'est pas limité à 140 caractères. On a vu en Israël en particulier, effectivement, Yair Lapid notamment profiter de Facebook pour lancer même un certain nombre de propositions de loi avant même de les rendre publiques. Absolument. Alors on va terminer avec le côté décalé de Facebook. Pour comprendre un peu l'ambiance décalée de Facebook, je vous propose de regarder un morceau de chanson, on en reparle juste après. There's an online world where I am king of a little website dedicated to me, with pictures of me and a list of my friends and an unofficial record of the groups that I'm in. Before the internet, friendship was so tough. You actually had to be in people's presence and stuff. Who would have thought that with a point and a click, I would know that Hope Floats is your favorite flick? Harry Connick Jr. Facebook. Rudy, vous me disiez juste avant le début de l'émission que vous avez rejoint Facebook pour ce côté un peu lol, c'est-à-dire pas pour exposer votre vie, mais plutôt pour rejoindre des groupes qui vous ressemblent ou qui vous amusent. Alors quand Facebook a explosé en France, effectivement, c'était ces fameux groupes, par exemple, contre ceux qui n'arrivent pas à se mettre à droite de l'escalator. Et c'était ces petites choses de la vie quotidienne qu'on voulait retrouver et partager avec des gens. Et c'est ça, en fait, qui m'a, moi en tout cas, attiré sur Facebook, et non pas le fait d'avoir un profil et de retrouver des gens. Ça c'est arrivé après. Mais le fait de, juste pour le plaisir de partager quelque chose avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, c'est ça qui avait attiré. Et donc, finalement, c'est le LOL qui m'a attiré sur Facebook. Une question sur les likes des vidéos. Est-ce qu'aujourd'hui, une vidéo qui n'a pas réussi à avoir un certain nombre de likes ne peut pas être virale? On est obligé de passer par Facebook pour être viral? Le leader mondial aujourd'hui des vidéos en ligne, ça reste quand même YouTube. Oui, mais après, les liens sont postés sur Facebook. C'est vrai que souvent, ça bénéficie effectivement du relais Facebook. Elles ont une vie en soi virale effectivement via Facebook et à travers YouTube. C'est vrai que ça contribue largement effectivement au succès de tous les LOL dont on a parlé. Sur les statistiques d'une vidéo, souvent on voit intégration à Facebook. C'est vrai. Et une explosion dans les statistiques. En effet. Ce serait plus difficile de partager une vidéo directement via YouTube. Donc Facebook fait l'interface en fait pour faire partir un buzz. C'est évident. Est-ce qu'on aurait pu imaginer il y a 10 ans qu'un réseau social allait nous permettre de retrouver un ami de collège ou un ex,
Oui, parce que c'est copains d'avant. Et il y a 10 ans, c'était dans l'air du temps. C'était un site qui a beaucoup marché, et puis finalement, qui n'a pas eu la bonne interface pour finalement exploser comme Facebook. Mais c'était l'idée. On avait tous envie de s'inscrire on s'est inscrit sur copains d'avant, et on a retrouvé quelques amis. Puis Facebook l'a fait, mais avec la puissance d'une grande entreprise américaine et avec tous les moyens et la facilité graphique aussi. Un dernier mot pour conclure sur Facebook, sur l'avenir de Facebook peut-être. Aujourd'hui, la prochaine dimension de Facebook, c'est évidemment le mobile. Je crois que Facebook compte désormais déjà 800 millions d'utilisateurs sur mobile. Il y en a pratiquement 200 millions qui se connectent tous les jours. Donc c'est la nouvelle plateforme, la nouvelle interface que Facebook compte conquérir. On ne voit pas comment il pourrait s'en empêcher. Il vient de lancer, je crois, un premier mobile, pratiquement mobile Facebook, en collaboration avec HTC, le Facebook First. Il vient de lancer une nouvelle interface, l'interface Facebook Home, qui va, on verra bien on verra s'il va pouvoir dominer le marché. Merci à vous deux d'avoir été là, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Joyeux anniversaire à Facebook, on se retrouve demain, même endroit pour de nouvelles informations. Bye, vous manquez déjà.